Précédemment, dans Cartel Nord. Il y a quelque chose de nouveau, de décomplexé, de global qui est inédit. Il y aura un avant et un après Paternelle 2023. Un avant et un après Paternelle 2023, cette guerre entre la DZ Mafia et Yoda risque de marquer pendant longtemps l'histoire du narcobanditisme marseillais. Un chiffre illustre cette bascule historique. En 2023, à Marseille, 49 personnes sont mortes à cause du trafic de drogue. Face à ce chiffre, face à cette réalité, jamais le système judiciaire n'a été autant sollicité. En première ligne, Nicolas Besson, le procureur de la République de Marseille, supervise les enquêtes liées à cette guerre. Le 22 décembre 2023, nous l'avons rencontré dans son bureau. Un entretien de 30 minutes pour livrer son analyse du conflit de la Paternelle, symbole des nouveaux codes du narcobanditisme à Marseille. Bienvenue dans Cartel Nord, une plongée inédite dans le trafic de drogue marseillais. Un podcast original, La Provence. Épisode bonus. À Marseille, un procureur face à la guerre des stupes. Monsieur Besson, bonjour. Vous êtes le procureur de la République de Marseille. Vous intervenez dans cet épisode bonus de la première saison de Cartel Nord, une première saison dans laquelle nous avons tenté de raconter la guerre de la Paternelle. Le bilan de l'année 2023, c'est un bilan record, un peu triste record. On est autour des 50 morts, plus de 110 blessés depuis le début de l'année. Déjà, première question, vous, en tant que procureur de la République, quel regard on porte sur ces chiffres ? Marseille a malheureusement toujours eu un haut niveau de narcomicide ou de règlement de compte plus traditionnel. Mais effectivement, on est sur des chiffres exceptionnels, puisque les années les plus terribles, 2016-2022, on était sur une trentaine de morts. Là, on est à une cinquantaine de personnes décédées. L'analyse chiffrée, 73% de ces assassinats ou tentatives d'assassinat relèvent de la guerre entre le clan Yoda et des Z-Mafia. Donc deux analyses brutes, effectivement, au niveau extrême de la violence depuis des années, perte de valeur pour la conquête des points de deal. Ça, c'est le structurel, sur lequel il va falloir lutter sur le long terme. Mais il y a l'aspect conjoncturel de cette guerre que vous traitez dans le cadre de votre podcast, qui est à l'origine de l'explosion de ces chiffres macabres. Vous le disiez, cet épicentre, c'est la lutte entre ces deux clans qui ont leur origine commune au niveau de la cité de la Paternelle. Est-ce qu'avec l'analyse à froid, on arrive à bien mesurer la problématique qui s'est déroulée dans cette cité ? Enfin, est-ce qu'on arrive à expliquer comment une petite cité a réussi à engendrer un tel phénomène de narcobanditisme sur Marseille ? Il faut revenir quelques années en arrière et se dire que avec l'ouverture de la L2, le hub de la Paternelle devenait probablement le plus rentable, puisque de quelques coins de la région que vous veniez, vous aviez un accès en périphérie de Marseille avec la possibilité de partir vers Toulon, vers Nice, vers la zone Est, monter vers le nord ou partir vers l'ouest, et donc générant des profits considérables, avec deux équipes qui se partageaient en plus ou moins bonne intelligence ce point-là, et puis après les appétits ont fait qu'on s'est entre-déchiré pour le contrôle des 10 points de deal qui, comme je vous l'indique, étaient devenus pratiquement les plus lucratifs de Marseille. Voilà mon explication. Il y en a d'autres naturellement, mais assez basique, et malheureusement c'est un fonctionnement économique en réalité. Dans l'épisode 6, le commissaire Frison, il nous a expliqué que cette guerre de la Paternelle, en fait, elle est un peu née d'un plan de ce qu'il appelle, lui, une coupole, qui a donné la DZ Mafia, de certains narcotrafiquants qui se sont un peu réunis dans un projet plus global, d'un peu prendre le contrôle de Marseille. Est-ce que c'était pas possible d'anticiper ? Est-ce qu'il y a des moyens d'anticiper et d'intervenir peut-être avant ? C'est toujours les objectifs. La police judiciaire est cette année intervenue quelques fois avant, ce qui est quand même là aussi exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a déjoué des assassinats, on a interpellé des équipes en flagrant délit. Alors est-ce qu'on doit s'en réjouir ? Bien sûr. Ça veut dire qu'on essaie d'intervenir avant, d'anticiper. De notre côté, c'est quelque part effrayant de dire que le flagrant délit habituellement était réservé aux voleurs de voitures ou aux cambrioleurs. On fait maintenant des règlements de compte en flagrant délit.
Donc cette projection, cette anticipation, elle existe. Ensuite, c'est compliqué jusqu'à ce que les phénomènes spectaculaires éclatent, parce que ça vient du renseignement policier, des sources humaines naturellement, mais également des écoutes téléphoniques. On voit des choses bruisser. Est-ce qu'on est dans un phénomène de poussette? Est-ce qu'on est dans un phénomène de réalité? Puis après, ça éclate. Donc l'anticipation, évidemment, c'est une des missions stratégiques qu'on doit avoir quand on est procureur de la République ou quand on est, comme M. Frison, chef de la police judiciaire. Après, c'est extrêmement compliqué. Ce qui surprend aussi au fil du déroulé de notre podcast, c'est les chiffres générés. Vous en avez parlé justement sur les principaux points de deal. Est-ce qu'on a affaire aussi à des équipes très structurées? Parce qu'on a l'impression, on parle souvent des narcotrafiquants qui savent monter des points de deal et qui font du chiffre d'affaires au-dessus. Est-ce que là, on est surpris par le chiffre d'affaires qui est généré par le trafic de drogue aujourd'hui sur Marseille? Dans cette ville, dans cette région, tout le monde fume de la résine de cannabis ou sniffe de la cocaïne, parce que c'est comment il doit y avoir une consommation débridée pour que autant de points de deal puissent générer de tels profits. Donc ensuite on est dans une véritable, mais ça c'est pas nouveau, taylorisation, c'est-à-dire c'est effectivement des commerçants très bien organisés. Et moi ce qui m'a frappé, puisque j'ai déjà exercé comme vice-procureur à Marseille dans les années 2004-2008, c'est la diversification de la marchandise. Et chaque fois qu'on fait du pilonnage, à l'époque c'était que de la résine de cannabis, la cocaïne était réservée et vendue par ce qu'on appelait le vieux milieu corso marseillais qu'on retrouvait plutôt dans le 6e ou dans le 8e arrondissement. Alors cela, tant mieux, parce que j'ai aucun respect pour ces gens-là non plus. Ils ont totalement disparu, ils ont été emportés par cette vague du narcotrafic. Et sans même que ceux qui ont pris la place aient eu besoin de les éliminer, ça s'est fait de manière naturelle. Alors là, ça, moi je suis très marqué par ça, qui me paraît être un élément d'analyse important. Mais donc, quand on tape sur des points de deal, là aussi par rapport à ma première période, vous saisissez systématiquement environ 1 kilo de résine de cannabis, une centaine de grammes de cocaïne et des sommes très importantes. Il y a 15 ans, les points de deal existaient déjà, ça démarrait, mais vous aviez des quantités bien moindres. Donc ça veut dire là aussi que l'organisation, elle a tellement d'argent, elle a tellement de drogue que à l'époque, le ravitailleur, c'était tous les 300 grammes qui faisaient l'aller-retour. Là, on laisse 2-3 kilos. Si la police les saisit, c'est une goutte d'eau dans la mer du trafic. Donc, voilà, amplification du phénomène. Après, le marché, il n'est pas infini. Et là aussi, c'est une réflexion qu'on peut avoir. Est-ce que les guerres ne démarrent pas là aussi, certes, dans une volonté de cartélisation, naturellement, mais aussi du fait que si vous avez une multiplication des points de deal, le chiffre d'affaires peut être amené à diminuer et vous avez peut-être la volonté de devenir le gérant de l'ensemble des points de deal. Et puis on a un deuxième phénomène, c'est on sort là très largement de la paternelle, on essaime sur toute l'interrégion et on voit que nos criminels marseillais gèrent directement ou indirectement dans le cadre de participation. On est vraiment dans une logique économique des points de deal dans d'autres régions et malheureusement exportent leurs méthodes violentes. La dernière zone impactée étant celle de Nîmes où l'organisation criminelle des aides-mafias dont vous parlez semble, les personnes restent présumées innocentes jusqu'à ce qu'ils aient été définitivement condamnés. C'est un truisme, mais ça va mieux en le disant, mais semblerait être impliqué également dans cette guerre que se livrent les cités nîmoises. Vous le disiez, vous étiez en poste en tant que vice-procureur sur Marseille auparavant. Entre-temps, vous avez eu d'autres fonctions ailleurs, sur d'autres territoires. Vous avez comme pu, à l'époque, analyser aussi la montée du narcobanditisme. Là, vous êtes en plein dedans. Est-ce que vous avez senti une évolution au niveau justement de ces gens à qui vous avez affaire aujourd'hui, au niveau de leur mode de fonctionnement? À l'époque, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de la famille Tir ou autre Berama. Aujourd'hui, ce sont d'autres noms, d'autres modes de fonctionnement. Qu'est-ce qui a évolué entre le moment où vous êtes parti et aujourd'hui? Tir Berama, c'est du milieu traditionnel qui fonctionnait avec les codes traditionnels, même si au niveau c'était l'émergence d'une délinquance de criminalité organisée originaire du Maghreb, mais exactement avec les mêmes codes, c'est-à-dire
on monte des opérations structurées pour éliminer des gens qui sont importants dans l'organisation adverse. Évidemment, l'objectif final, c'est de tuer le chef adverse, mais également d'éliminer ses lieutenants dans ce sorte de guerre de gangs qui ont toujours existé avec leur code. Donc, à partir de là, ciblé, très difficile à élucider parce que c'est des commandos qui travaillent et très peu de victimes collatérales, je dirais même quasiment pas. Là, on a changé, on a un rajeunissement des auteurs et des victimes. D'abord, sur les victimes, c'est la typologie que nous avons dressée au niveau du parquet de Marseille, que je peux vous détailler. Donc à l'époque, c'était des représentants du banditisme qui succombaient sous les balles. Et on n'en parle pas assez, mais ça me paraît fondamental, des armes utilisées. Quand vous utilisez un 9 mm Glock ou un 11-43, vous ne faites pas les mêmes dégâts et c'est pas les mêmes objectifs que quand vous utilisez une Kalachnikov et que vous rafalez. Ça, c'est un premier point à prendre en considération. Le deuxième point, donc, sur la typologie des victimes qu'on rencontre. Bon, il y a encore des victimes traditionnelles, c'est-à-dire dans les morts de cette année, on a des hautes figures criminelles, malgré tout, donc j'essaie d'éliminer mon adversaire, mais vous avez une deuxième catégorie de victimes qui est peut-être la plus nombreuse, c'est de tuer, et qui me fait penser à un phénomène de dépersonnalisation en réalité. On va tuer, quand on veut prendre le point de deal et éliminer l'organisation adverse, on va tuer le jobber, le ravitailleur, la personne qui se trouve sur le point de deal pour prendre la place. Troisième catégorie, évidemment, quand on utilise l'arme de guerre, qu'on est un peu chien fou et qu'on rafale, on va tuer des personnes qui vivent dans la cité. Dans une logique un petit peu, le terme est fort, mais je l'assume, de narcoterrorisme. C'est-à-dire, dans la cité, vous allez baisser la tête, à tout moment, ça peut arriver à tout le monde. Et puis, la quatrième catégorie, c'est la victime collatérale. Et on a eu des exemples dramatiques avec la jeune Sokaina ou Fayed Hanim. Donc voilà, tout le monde peut être touché et c'est ça le phénomène nouveau. Avec deux conséquences, un taux d'élucidation plus important parce qu'on ne prend pas nécessairement des précautions, mais la deuxième conséquence, c'est comment ça va s'arrêter, quand ça va s'arrêter, avec la vraie problématique de la perte de valeur. Je l'ai dit et je le répète, c'est-à-dire vous allez monter assassiner quelqu'un comme vous vendriez une barrette de shit ou vous voleriez un véhicule automobile. Donc c'est ça un peu la nouveauté qui ne manque pas de nous inquiéter, et ça, c'est pas la justice toute seule qui réglera ce problème. C'est un problème de société, d'individualisme, de perte de repères, de perte de valeur, de vie dans l'immédiateté. Voilà, et il faut reprendre le travail à la base. Justement, ce nouveau phénomène totalement décomplexé qui arrive à ces chiffres hallucinants de 2023 avec cette guerre de la paternelle, est-ce que le risque, c'est pas que ça devienne la nouvelle norme, terrorisé, rafalé, ça devient presque normal ici à Marseille, alors que ça l'est pas du tout, évidemment. Comment on explique et comment on lutte contre ces tirs à l'aveugle, ces victimes collatérales. Alors voilà, nous employons évidemment à ce que ça ne devienne pas la norme. On essaie également de faire beaucoup de pédagogie pour les gens qui seraient tentés de dire finalement ils s'assassinent entre eux, tant que ça nous dérange pas. Même si vous avez une vision cynique, c'est une analyse à courte vue, puisqu'avec ce qui est généré, il faut éviter qu'on ait une dérive comme on a pu le trouver en Belgique ou aux Pays-Bas, où les narcos ont carrément mis en difficulté l'État dans sa structure complète. Donc oui, il y a plusieurs leviers pour lutter contre le phénomène, et il faut essayer, nous pouvons réfléchir s'il n'y a pas un cadavre tous les jours. Quand vous êtes noyé par l'événement, je trouve que le travail fait par les magistrats instructeurs et la police judiciaire en cette fin d'année est remarquable, parce que la pression étant un peu retombée, on a construit des stratégies et on a obtenu quelques résultats. Et c'est toujours pareil, est-ce que c'est la baisse un petit peu de la pression des homicides qui nous a permis de travailler, ou est-ce que c'est le travail qui a permis de baisser la pression? Il est encore trop tôt pour le dire, et nous devons tous rester sur un portage modeste. Mais pour avancer, il y a première chose, mise en œuvre de nouvelles méthodes, je vous en ai parlé, donc j'y reviens très vite, c'est-à-dire il a fallu s'adapter au niveau de la police judiciaire avec les brigades de recherche et d'intervention
interventions qui ont fait du travail de bac sur le haut du spectre en réalité. Et si je reprenais mon exemple du cambrioleur ou de voleur de voiture, on a quand même interpellé des équipes en flagrant délit. C'est qui est quand même très, très nouveau et très fort, ce qui a permis de prévenir un certain nombre d'assassinats et de mettre hors d'état de nuire certaines équipes. Mais ça suffit pas, naturellement. Et la deuxième objectif, ça a été de travailler sur les organisations en ouvrant des investigations sur associations de malfaiteurs et à la fois sur les associations de malfaiteurs en vue de commettre les crimes d'assassinat ou de tentative d'assassinat, mais également aux fidélités de trafic de stupéfiants. Il fallait taper et pas se contacter. Alors le travail fait sous l'égide de la préfecture de police est remarquable. Où en serait-on pour clore définitivement ce débat? Où en serait-on si on avait laissé filer la situation? On n'a pas réglé le problème, mais pilonnage, moi j'adhère. Dès que je suis arrivé, je suis allé rencontrer la préfète de police et je partage son analyse là-dessus. Mais au-delà de ça, donc on va essayer et cet automne, donc on a séquencé à la fois des arrestations d'équipes de tueurs et on a séquencé également des arrestations, non pas simplement de personnes qui se trouvent sur le point de deal, mais d'organisations. Et j'ai donné les chiffres, ils sont quand même relativement impressionnants, puisqu'entre plus de 75 écrous, des placements sous contrôle judiciaire, 90 personnes ont été mises hors d'état de nuire, ne soit que sur cette séquence et que sur ce conflit-là. Donc c'est particulièrement intéressant et j'ose espérer que ça a eu quand même quelques effets sur le principe de faire retomber la pression. Ça ne suffit pas. On n'a pas totalement réglé le problème et on sait que un certain nombre de criminels du haut du spectre de ces organisations et d'autres d'ailleurs se retrouvent à l'étranger. Donc là, on nous a donné des moyens aussi, il faut le dire. Le ministre de la Justice a ouvert un poste de magistrat de liaison. En amont, pour éviter l'entrée dans l'arc caribéen, il sera basé à Sainte-Lucie. Donc là, vous comprenez très bien l'objectif, pour éviter les entrées massives de cocaïne. Et puis un autre, cette fois-ci en bout de chaîne, à Dubaï, pour augmenter et fluidifier les mécanismes de coopération pour nous permettre d'aller chercher les éminents auteurs, si on peut les qualifier ainsi, qui se retrouvent réfugiés à l'étranger. Puis on a un vrai problème avec cet afflux de personnes en détention. Moi j'ai une inquiétude que je partage avec l'administration pénitentiaire. Il ne faudrait pas que on importe la violence grave, voire définitive derrière la maison d'arrêt. Donc c'est un point d'attention. Et puis le deuxième point d'attention, il faut naturellement, et c'est une discussion que nous avons actuellement le parquet de Marseille avec l'administration pénitentiaire et qui fait son devoir, qui se bat, qui fait tourner les personnes, qui fait des fouilles régulières de cellules, trouver un mécanisme à droit constant, puisque la législation n'a pas été pour éviter que les personnes qui se retrouvent incarcérées continuent à réaliser leur trafic et à commanditer des assassinats. Troisième axe de réflexion, qui sera de plus longue haleine, mais qui me paraît important, c'est, je donne toujours cet exemple italien qui s'appelle le doppio binario. Ça veut dire la double voie, la double quai, comme vous voulez. C'est-à-dire, quand vous ouvrez les fameuses affaires d'association de malfaiteurs que nous travaillons avec la PJ et les juges d'instruction, c'est ouvrir en parallèle une enquête miroir du chef de blanchiment. Pour affaiblir, là aussi, si vous prenez leur argent, à la fois vous enlevez l'intérêt à commettre ce type d'infraction et surtout vous affaiblissez durablement l'organisation. Donc là, il y a une vraie volonté que nous partageons avec la police. Après, est-ce que les moyens sont suffisants? Là, c'est une autre question, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Et je pense que d'autant plus que normalement, moi je suis un technicien, je me transforme pas en législateur, mais une directive européenne va nous imposer très rapidement, et je crois que c'est dans les tuyaux du ministère de la Justice, d'adopter un dispositif de saisie et confiscation plus offensif avec ce qu'on appelle la confiscation sans condamnation. Alors évidemment, on reste dans un système de justice démocratique et c'est tant mieux. Il y aura une condamnation par une juridiction spécialisée pénale, mais vous décorrélez la poursuite et la condamnation pour l'infraction principale qui peut prendre des mois et des années à la confiscation du patrimoine criminel, ou un peu à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis et en Italie. Il faudra simplement démontrer
que la personne fait partie d'une organisation criminelle. Et là, elles sont par exemple sur le sujet qui nous occupe très clairement identifié. L'accusation, qu'est-ce que j'aurais à démontrer? J'aurais pas à démontrer qu'il a assassiné, qu'il a trafiqué la drogue. J'aurais à démontrer qu'il fait partie du clan Yoda ou de la DZ Mafia. Donc je fais partie d'une organisation criminelle. Les revenus officiels ou occultes, ils sont le plus souvent occultes, sont disproportionnés par rapport à mon niveau de vie. Et là, je prends tout immédiatement, évidemment, après l'avoir fait valider par un tribunal. Et ça, je peux vous dire que c'est redoutablement efficace. Voilà les idées. Les idées, après, je vous le disais, c'est un problème aussi de société plus globale, et c'est pas la police et la justice qui régleront toutes les causes qui sont à l'origine de cette guerre fratricide. Justement, vous le disiez, il semblerait y avoir une sorte de perte de valeur aussi autour de tout ça, autour des personnes qui sont impliquées dans les narcotrafics, dans la main-d'œuvre utilisée. Est-ce que ça aussi, c'est un phénomène qui inquiète? Parce que vous avez une réponse judiciaire qui est précise, mais sur la perte de valeur, ça, c'est plus difficile aussi à lutter. Oui. Comment vous analysez ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est là où ça dépasse naturellement la police et la justice. Il faut reprendre les bases éducatives de fond en comble, mais il faut accompagner naturellement la répression, les gros coups de marteau, j'en prends cette expression un peu triviale, qui est fondamentale, d'un accompagnement social. Quand vous vivez dans ce type de cité, moi, quand je suis arrivé dans ce tribunal il y a peu de temps, j'ai fait le tour de l'ensemble des services et j'ai échangé avec les juges pour enfants. Quand ils vous disent que dans certaines cités, les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils doivent passer les checkpoints, que certains mineurs qui sont suivis, qui ont 6, 8, 10 ans par les juges pour enfants, ont déjà assisté à 2 voire 3 assassinats commis dans le narcomicide. C'est une reprise en main complète et une aide qu'il convient d'apporter pour, au-delà des arrestations, essayer que les phénomènes ne perdurent pas. Enfin, moi, j'ai pas totalement les clés, mais mon idée, là aussi, c'est de développer les partenariats avec les services sociaux de l'État et de la municipalité pour reprendre les choses de manière globale. Mais alors là, aujourd'hui, on parle du temps court. Je viens de vous indiquer des projections à moyen terme, c'est-à-dire quelle est notre stratégie. Là, c'est sur du temps long. Mais il faut le faire. Des moyens, vous en avez suffisamment ? Plusieurs choses. Nous avons été très fortement augmentés au niveau de la juridiction marseillaise en termes de magistrats, du parquet, de juges d'instruction et de juges correctionnels, ce qui nous a permis de dédoubler nos 2 chambres qui ont un rôle fondamental pour lutter contre ces phénomènes. La 7e chambre qui est chargée de lutter contre le crime organisé, chargée de lutter contre la grande délinquance économique et financière. On parlait de ma première période marseillaise et qui date pas non plus des calendes grecs, même si c'était pas hier. Il y a 15 ans, nous étions 35 magistrats au parquet, nous sommes désormais 56. Il y avait 17 juges d'instruction, ils sont désormais 27. Et ça, c'est l'action de notre ministre de la Justice qui nous a donné des moyens. Ça nous a permis également de dédoubler nos chambres. On n'a pas de délai. Moi, je suis plus inquiet au niveau de la police nationale. Naturellement, avec une crise un petit peu d'évocation de la filière investigation, une réforme pour laquelle j'essaie toujours de ne jamais avoir d'a priori, qui nous a un petit peu inquiétés, nous les magistrats. On nous a garanti un certain nombre de choses, la liberté de saisine, le maintien de la haute qualité de la police judiciaire. Après, nous souhaiterions, nous les magistrats, naturellement, que plus de policiers soient affectés à la filière investigation pour avoir une force de frappe supplémentaire. Et puis le deuxième point, c'est triste qu'on doive encore le dire aujourd'hui, c'est si vous ne travaillez pas sur les profits considérables générés, 50 000 euros, un point de deal, 3 milliards de chiffre d'affaires, le narcotrafic en France, si vous ne vous intéressez pas au circuit de blanchiment, vous ne traiterez qu'une partie du problème. Et tant qu'il y a des moyens de corrompre, des moyens d'acheter, des moyens de payer des tueurs à gages, le phénomène perdurera. Donc, moi, j'espère, parce que je suis optimiste, que la réforme de la police judiciaire qui rentre au 1er janvier va nous permettre d'avoir des marges de progression. Nous en aurons d'autant plus si la filière investigation venait à être renforcée, ce qui me paraît
indispensable. Retrouvez bientôt la 2e saison de Cartel Nord pour une plongée au cœur d'un réseau de narcobanditisme. Cartel Nord est un podcast original La Provence. Retrouvez tous les autres podcasts sur laprovence.com.